mettez aussi en épigraphe du livre, l'Europe s'est jouée au croisement de la volonté, de la nécessité et de la contrainte extérieure, hein, c'est ce qu'a dit Jacques Delors. Mais il faut peut-être effectivement revenir sur la situation ante. On parlait donc de ce projet Werner de 1969, mais il faudrait peut-être redécrire, parce que ça fait partie effectivement de l'histoire, l'état des finances ou du système financier et monétaire de cette période, hein, parce que c'est quand même pas mal la pagaille. Tout à fait. Je vais d'abord signaler que la citation de Jacques Delors que vous donnez a été faite dans cette maison. Elle a été faite à l'Académie royale de Belgique en juin 2013. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai mis en tête de ce livre. Alors, c'est vrai qu'il faut comprendre le niveau d'insatisfaction assez répandu dans toute l'Europe à partir de 1960, je dirais. D'une part, l'insatisfaction, c'est ce que le général de Gaulle appelle le privilège exorbitant du dollar, c'est-à-dire une situation, un système monétaire international dominé par le dollar, ça c'est d'un côté, et d'autre part, la difficulté d'arriver à stabiliser les monnaies européennes les unes par rapport aux autres, alors qu'on est en train de créer depuis 1956 un marché commun. Et les fluctuations monétaires entre les pays membres finissent par déséquilibrer ce marché, par mettre en danger ce marché, parce qu'il y a des dévaluations, en particulier du franc français, de la lire italienne, qui font, il y a des déséquilibres au sein du marché commun, et on sent qu'il faut arriver à stabiliser les monnaies européennes les unes par rapport aux autres. Il y a toute une histoire. Au début, ça s'appelait le serpent monétaire, c'est-à-dire un effort de garder les monnaies à peu près équilibrées par rapport au dollar, le dollar restant le centre du système monétaire international. Les monnaies essaient de se stabiliser par rapport au dollar. Et alors, à partir de 1969, c'est ce qu'on connaît sous le nom du système monétaire européen, qui est une initiative de Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing, président de la République française, et Helmut Schmidt, chancelier d'Allemagne, qui ensemble ont fait une proposition qu'ils avaient élaborée entre eux de manière fort confidentielle, ce qui avait agacé quelques autres, dont le Premier ministre de la Belgique à l'époque. Et ce système avait ça de nouveau, qu'ils essayaient de stabiliser les monnaies par rapport à un panier de monnaies européennes. Donc, ils se détachaient du dollar, ce qui était un souci qui avait été constant, de façon à ce que l'Europe ait quand même un élément d'indépendance monétaire par rapport au dollar. Et le système monétaire européen établit une parité entre chacune des monnaies nationales européennes et un panier de monnaies européennes qu'on appelle l'ECU, European Currency Unit, en majuscule. Et ça, de nouveau, fonctionne pendant un certain temps, stabilise l'inflation, diminue, mais n'exclut pas les dévaluations. Il y a encore des dévaluations du franc français et de la lire. En 82, il y a une dévaluation du franc belge. Donc l'instabilité reste dans le système et c'est un élément d'insatisfaction. Et il y a un deuxième élément d'insatisfaction qui est la dominance de l'Allemagne, la dominance en particulier de la Bundesbank, la banque fédérale allemande, qui est maîtresse de la monnaie allemande, c'est-à-dire le mark, et qui obtient au sein du système monétaire une prédominance énorme, notamment parce que le mark ne dévalue pas, les autres dévaluent. Donc, peu à peu, il y a prédominance du mark, ce mark. Et c'est intéressant de voir que ce sont les Français et les Italiens, les ministres des Finances français et italiens, dans les années 80, qui disent il faudrait quand même stabiliser ce système, plus mettre une parité fixe entre les différentes monnaies européennes, c'est-à-dire avoir une monnaie unique européenne,
Et c'est Balladur, ministre des Finances français, et Giuliano Amato, ministre du Trésor italien, qui sont les premiers à évoquer ça vers le milieu des années 85-86. Et c'est sur cette base que Delors travaille. Et quelqu'un qui a joué un rôle, puisqu'on parle d'histoire, un rôle considérable et qui est beaucoup moins connu du grand public, est Tommaso Padoa-Schioppa, qui avait été directeur général des questions financières de la Commission. C'est un haut fonctionnaire de la Banque nationale italienne, qui était d'ailleurs retourné et devenu un des dirigeants de la Banque nationale italienne, et qui avait un bon rapport personnel avec Delors, et en qui Delors avait grande confiance, et lui a demandé d'établir un rapport sur les questions monétaires européennes. Et ce rapport, qui s'appelle « Efficacité, stabilité et solidarité », est en fait la base intellectuelle sur laquelle Delors s'est fondé pour faire une proposition et poursuivre cette longue négociation. C'est un homme qui, Tommaso Padoa-Schioppa, est décédé en 2010. C'était un bon ami et il a eu une énorme influence sur ces questions par sa connaissance des choses. Je cite dans le livre certaines de ses déclarations de l'époque parce qu'il a fait 12 conférences dans cette période, entre 10 ans, entre 83 et 93. Il a fait 10 conférences sur les questions monétaires européennes qu'il a publiées. De sorte qu'on a, et c'est ce qui est assez rare quand on essaye de faire des livres d'histoire, il y a 10 grandes conférences faites par un grand expert à l'époque dont on a le texte, je veux dire, sur lequel on ne peut pas avoir de doute. C'est assez intéressant pour l'historien. Alors, vous avez déjà brossé, je dirais, rapidement l'évolution de la situation avant qu'on ne commence à parler de cette... enfin, qu'on entre vraiment dans le processus d'élaboration de cette monnaie unique. Mais je voudrais qu'on revienne quand même quelques instants sur le rapport Werner de 1970, et qui définissait tout de même des choses fondamentales et qu'on va retrouver, je dirais, au centre des débats par la suite. Il y est question de convergence et d'unification du politique et de l'économique. Il y est question aussi de la mise au point d'une monnaie unique. Est-ce qu'elle doit être nouvelle ou bien est-ce qu'elle doit s'ajouter aux monnaies nationales? Il y est question aussi donc d'une union, cette fois-ci strictement politique, davantage renforcée. Donc on voit bien quand même que ça déborde, je dirais, le cadre strictement technique de la question. Oui, sûrement. On ne peut pas parler de monnaie sans parler de politique. C'est trop politique. Le rapport Werner, effectivement, donne une structure. Il parle en effet d'union politique. Il faut se souvenir que dans la négociation de Maastricht, on parlait aussi d'union politique. Werner fait deux réflexions qui sont très prégnante encore aujourd'hui. L'une, c'est qu'il faut garder l'équilibre entre la politique monétaire et la politique économique. C'est un peu ce qu'on reproche au traité de Maastricht de ne pas avoir fait. Werner, déjà en 70, soulignait la nécessité de cet équilibre et il proposait d'une part une banque centrale européenne ou un système de banque centrale européenne avec un pouvoir autonome sur la monnaie européenne, ce que nous avons, ce qui a été repris, et d'autre part, Werner proposait que le Conseil des ministres des affaires économiques, des affaires financières et économiques, l'ECOFIN, devienne un gouvernement et ayant des pouvoirs de contrainte sur la politique macroéconomique et sur la politique budgétaire des États membres. Ce qu'on est en train, jusqu'à un certain point, essayé de faire depuis 2010, mais qui n'a pas été fait à l'époque et qui est, ça il faut le savoir, a été une des causes d'échec du rapport Werner parce que, à l'époque, le gouvernement français a dit de cela. Président Pompidou.
il n'est pas question, le gouvernement était encore d'inspiration gaulliste, De Gaulle n'était plus au pouvoir, mais il était d'inspiration gaulliste. La monnaie, oui, il fallait bien, puis c'était d'ailleurs des ministres français qui l'avaient initialement suggéré, mais la politique budgétaire, la politique macroéconomique, il n'en est pas question. Et donc c'est un des échecs de la politique, de la proposition de Werner. Un des négociateurs de ce traité, qui vit d'ailleurs encore, Hans Tietmeyer, disait que c'était la vraie raison de l'échec, c'est que les Français n'en ont jamais voulu. Le gouverneur de la Banque de France, qui était un des négociateurs, était convaincu, mais il n'a jamais réussi à convaincre ses autorités, ni le président Pompidou, ni moins encore Michel Debré, qui était ministre. Donc, ça, c'est un des éléments d'échec. L'autre, évidemment, c'est qu'il y a eu une tempête monétaire internationale immédiate dans les années qui ont suivi. C'est une guerre au Moyen-Orient, c'est la crise du pétrole. Il y a des dévaluations, des pressions déséquilibrées sur les monnaies européennes. Et donc, bon, voilà, personne n'a formellement dit qu'on abandonnait le rapport Werner, mais il a en réalité disparu de la réalité politique. Mais il est resté, c'est intéressant de voir que 20 ans après, Jacques Delors dit formellement dans ses mémoires « Chapeau, M. Werner, parce que ce qu'il y avait dans son rapport nous a beaucoup servi ». Et un autre des personnalités très présentes dans ce débat autour de Jacques Delors, c'est Alexandre Lamfalussy, notre compatriote, d'origine hongroise, qui était à cette époque-là directeur général de la Banque des règlements internationaux à Bâle et qui a beaucoup travaillé avec Delors dans le groupe de travail. Et lui disait aussi la même chose, que les idées du rapport Werner trottaient dans la tête de tout le monde. Et c'est intéressant de voir que des gens qui étaient plongés dans cette négociation revenaient aux propositions faites presque 20 ans auparavant par Werner. Je trouve que c'est important parce que ça montre la continuité. Dans beaucoup des commentateurs qu'on entend aujourd'hui sur l'euro, on a un peu donne l'impression que ceci a été fait dans un moment d'improvisation et d'euphorie. Ce n'est pas vrai. Je trouve qu'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre, c'est pour donner le sens de la durée. Il y a plus de 20 ans avant le rapport Delors, et encore 10 ans à partir du moment où il sort, c'est donc 30 ans, c'est une génération entière qui a travaillé sur ces sujets, et avec une assez grande cohérence. Ce que l'on suggère en 69 n'est pas du tout différent de ce dont on accouche en 1999. Voilà. Formellement, la monnaie unique commence le 1er janvier 1999, les billets arrivent 2-3 ans plus tard. Mais il y a donc près de 30 ans et cette cohérence, cette continuité est importante à percevoir parce qu'aujourd'hui, on perd ce sens de la perspective.